3, 2, 1... Salut tout le monde, ça y est, on est en septembre, et comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, où vous avez l'habitude, sur ma chaîne, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et là justement, lundi sur Twitch, on a parlé des 6 équipes qui pour moi pourraient exploser cette saison. Quand je dis exploser, je ne dis pas qu'elles vont subitement atteindre un niveau exceptionnel, non, je parle du roster qui pourrait complètement se démanteler. Même si c'est difficile de prévoir l'avenir, pour moi il y a déjà des indices à droite ou à gauche dans certaines teams, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. De toute façon, le concept, je vous l'explique juste après. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quelles sont les teams susceptibles d'exploser dans les prochains mois en NBA, du moins avant la deadline? Aujourd'hui, je teste un petit peu un nouveau concept de live parce que j'ai jamais trop fait ça, du moins pas en live, et j'espère que ça va vous plaire. Parce que chaque année en NBA, on le sait, il y a des équipes qui entament la saison forcément avec des ambitions, toutes plus ou moins, elles entament la saison avec des ambitions, mais rapidement pour certaines, on se rend compte au bout de quelques mois qu'elles sont pas à la hauteur. Pour ça, les raisons elles peuvent être diverses, ça peut être des blessures, un manque d'alchimie, ou encore tout simplement une espèce de routine qui s'est installée entre des joueurs qui se connaissent peut-être trop, qui en ont marre de jouer ensemble, qui ont développé des conflits un petit peu, et qui entraîne peut-être une fin de cycle dans une équipe. En tout cas, il y a tout plein de raisons qui peuvent être différentes, mais ce qui est sûr, c'est que dans des positions pareilles, toutes ces équipes, quand elles arrivent pas à répondre à leurs ambitions de début de saison, elles sont obligées de se remettre en question pour éviter de terminer dans le ventre mou de la ligue, c'est-à-dire une place, disons, entre la 8ème et la 12ème de la conférence, qui ne donne que très peu d'espoir en play-off, même si effectivement Miami de l'an dernier, c'est l'exception qui confirme la règle, puisqu'ils sont passés par le play-in, ils ont eu le seed 8 et ils sont allés en finale NBA, mais ça n'était arrivé qu'une fois dans l'histoire avant, c'était en 1999, mais en tout cas, comme je disais, généralement, quand tu arrives à cette place-là de la conférence, t'es dans le ventre mou, t'as peu d'espoir de passer un tour en play-off, et en même temps, t'es pas non plus assez mauvais pour obtenir un bon tour de draft. En gros, soyons clairs, pour moi, ce ventre mou, c'est quand même la pire situation en NBA, je le répète souvent, et on le voit régulièrement, on a des équipes qui restent plusieurs années, qui stagnent vraiment, leurs fans se lassent, l'ambiance est morose, et pour moi c'est quelque chose vraiment à éviter dans un tel contexte. Mieux vaut tout péter, je pense, pour tout reconstruire, que de rester trop longtemps dans ce ventre mou, donc plutôt essayer de faire all-in, plutôt que de gagner le titre tout de suite, en essayant de récupérer des assets, des tours de draft, pour essayer de reconstruire différemment, et s'imaginer un espoir meilleur que rester tout le temps entre la 8ème, la 10ème, la 12ème place de sa conférence tous les ans. Cet été par exemple, on a les Wizards, qui ont transféré Bradley Beal, qui ont transféré Kristaps Porzingis aussi pour éviter ça. Donc bien sûr, peut-être que la saison prochaine et celle d'après va être difficile, mais ça leur permet aussi de reconstruire différemment, sans Bradley Beal, pour repartir sur un nouveau pied. Je ne dis pas que ça va fonctionner, les reconstructions ça marche pas à tous les coups, mais au moins ça laisse une chance, parce que cette équipe des Wizards, elle avait que peu d'espoir, maintenant elle peut peut-être en avoir pour le futur. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ces démantèlements de team ou dans ces reconstructions un petit peu. Et moi je pense que il y a des équipes qui, comme tous les ans quasiment, prendront aussi cette direction cette année avant la deadline pour justement essayer de pas forcément gâcher une saison qui aurait mal commencé. Et ouais, je pense qu'il y en aura. Donc bien sûr, c'est très difficile de prévoir quelles seront exactement ces teams. Il y a de grandes chances que je me plante et que je fasse un gros airball. C'est très compliqué d'imaginer quel sera le classement au mois de janvier. Néanmoins, dans certaines équipes, je trouve qu'il y a des éléments inquiétants, des indicateurs un peu qui laissent penser que pour une explosion ou un démantèlement d'effectifs, ou encore un blockbuster trade qui impliquerait une ou plusieurs stars, mais le terrain est plus favorable qu'ailleurs, ce qui pourrait à tout moment déclencher peut-être une reconstruction totale en cas de déception. Alors quelles sont ces équipes? Pourquoi je les imagine forcément potentiellement reconstruire? Qui est-ce qu'elles enverraient ailleurs pour ensuite tenter de repartir vers l'avant sans ce joueur ou sans ces joueurs-là? Si vous voulez savoir tout ça, je crois que vous êtes au bon endroit. À Chicago, depuis la blessure et l'absence de Lonzo Ball qui commence à durer et qui va se prolonger toute cette saison visiblement, on va le dire, c'est un petit peu la crise. L'équipe a beau posséder un super trio, qui est composé de DeMar DeRozan, de Zach LaVine et de Nikola Vucevic, les résultats suivent pas vraiment. En 2022, on a des Bulls qui ont échoué au premier tour des playoffs, sans vraiment réussir à montrer un visage conquérant, tandis que cette année, après une saison régulière qui a été bien morose, on a une équipe de l'Illinois qui a dû échouer au play-in face à Miami, et donc qui n'a pas participé aux playoffs. Bien sûr, il y avait de l'adversité en face, et Miami, on l'a vu ensuite en playoffs, c'était pas facile à battre, mais on va pas se mentir, une telle team, avec un roster pareil, avec un tel trio, même sans meneur référencé, c'est quand même censé se qualifier pour la post-season les yeux fermés ou pas loin. Pourtant,
Force est de constater que, actuellement, j'ai l'impression en tout cas que quelque chose coince chez ces Bulls. Le manque de meneur est très pénalisant, c'est certain, mais le coaching de Billy Donovan qui peut être remis en question, l'irrégularité aussi et le manque d'implication que je peux trouver chez Zach LaVine, on en a beaucoup parlé la saison dernière, l'âge de DeMar DeRozan qui avance, ou même les difficultés défensives de Vucevic, font que cette équipe finalement ne semble pas pouvoir vraiment jouer à la hauteur du talent dont elle dispose. Et à Chicago, déjà cet été pour moi, il était peut-être déjà temps, en tout cas, de se poser de vraies questions. Pourtant, c'est tout l'inverse qui s'est passé, j'ai l'impression. Ils sont pas du tout partis dans la direction que j'imaginais ces Bulls. On a un Vucevic qui a été prolongé pour un joli contrat de 60 millions sur 3 ans, même si effectivement il aurait pu prendre plus, et je trouve que Chicago s'en sort bien à pas le payer plus, n'empêche qu'ils montrent qu'ils veulent continuer avec Vucevic. On a Kobe White aussi et Ayo Dosunmu qui ont été prolongés eux aussi, et pour le moment, en tout cas sur le papier, mais je vois pas comment l'équipe pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait jusque-là, c'est-à-dire une saison moyenne et un parcours qui a priori devrait pas se poursuivre au mieux bien plus loin qu'un premier tour de play-off. Bah ouais, j'ai l'impression que le dicton, si on change pas une équipe qui perd, même si bien sûr il y a Jevon Carter qui est arrivé, qui va faire du bien au poste 1, mais pour moi, c'est pas non plus lui qui va complètement révolutionner toute cette franchise. Après, j'arrive à comprendre un petit peu pourquoi les Bulls n'ont pas encore bougé. On a un Arturas Karnišovas qui a engagé beaucoup en formant son trio, et j'arrive à capter qu'il veuille lui laisser encore une chance avant de tout faire péter, toujours en étant coaché par Billy Donovan, et toujours sans réel meneur de qualité. Pour moi, c'est quand même les deux problèmes principaux des Bulls. Je sais, j'ai un petit peu de mal avec Billy Donovan, mais ses rotations, je comprends pas toujours, et pourtant, ça va continuer comme ça. Peut-être qu'ils vont essayer d'ailleurs de flirter sur la bonne Coupe du Monde de Vucevic, on sait jamais. Si Vucevic nous fait une saison où il explose, Chicago peut faire quelque chose de bien. Mais est-ce que tout ça, j'y crois réellement, si je suis complètement honnête? Pas vraiment. Moi j'ai bien peur qu'à Chicago, on assiste à un début de saison qui soit très moyen, qui soit peut-être à la lutte pour les playoffs, mais voilà, entre cette place 8 et 12, et en restant dans le ventre mou en fait. Et forcément, vu les salaires avec lesquels seront payés les joueurs principaux, on attendra plus de la part des Bulls que justement ils soient à la lutte pour les playoffs. Je me dis donc qu'en cas d'échec, il pourrait largement être temps de reconstruire d'ici le mois de février dans cette équipe des Bulls. Pour moi, ce sera peut-être le moment d'envoyer voire les 3 membres du trio ailleurs, peut-être en profitant de la première partie de la saison pour les mettre le plus possible en valeur individuellement, afin d'augmenter leur cote sur le marché des transferts, et recevoir un max de jeunesse et un max de pique en échange de ces joueurs. Parce que ouais, en vrai, il faut s'en rendre compte. Si tu arrives à bazarder LaVine, DeRozan et Vucevic, t'as clairement de quoi avoir de très nombreux assets de valeur pour reconstruire, même si pour le moment, je trouve que dans cet effectif, il manque un petit peu la jeune rising star autour de laquelle articuler un projet. On verra plus tard, on a des équipes qui ont déjà cette rising star. Donc est-ce que les Bulls, pour ça, ils pourraient avoir envie de peut-être de conserver LaVine pour construire autour de lui? Ça se peut, mais en vrai, est-ce que j'y verrais un vrai intérêt? Je crois pas forcément en lui en fait pour devenir le leader d'une équipe ambitieuse. Zach LaVine est talentueux, mais je le vois plutôt comme une option 2. Et c'est d'ailleurs la même chose pour DeRozan et Vucevic. Est-ce que je les vois comme les go-to guys d'une équipe qui peut aller loin en playoff? Pas sûr, non, j'ai de vrais doutes. Donc perso, je me dis que si au bout d'un mois ou deux la saison prochaine, je vois que les Bulls continuent à pédaler dans la semoule, je pense que j'exploserai tout, quitte à prendre un risque, histoire de me laisser quelques années pour construire un meilleur effectif et partir d'une page blanche. Pourquoi également pas essayer de récupérer des jeunes prometteurs qui sont en difficulté dans leurs équipes actuelles? Là j'y réfléchissais, aux Bulls, je voyais bien par exemple l'arrivée d'un joueur à la Jonathan Kuminga, qui en échange de pièces qui pourraient peut-être faire gagner les Warriors sur le court terme, pourrait être disponible. Tout ça, ça peut être pas mal. En reconstruisant, les Bulls, ils pourraient se donner l'occasion de tester de beaucoup de joueurs, sans ambition de victoire, c'est sûr. Ils tankeraient, ils pourraient récupérer le meilleur choix de draft possible, ils pourraient tenter de récupérer un Cooper Flag à la draft par exemple, qui est attendu très haut, et tout ça en récupérant un max de pick, tu maximises et tu multiplies tes chances pour ça, et ça te permet potentiellement, cette année, et peut-être l'année encore après, de trouver des pièces de valeur pour l'avenir, et ça peut être intéressant je trouve dans le cadre d'une reconstruction, et actuellement les Bulls ne se permettent pas ça. S'ils continuent, ils vont stagner jusqu'à ce que l'âge des cadres diminue, augmente trop, et que leur valeur baisse, et qu'ils se retrouvent dans une impasse. Donc tout ça, je me dis aussi qu'en parallèle, ça pourrait laisser le temps, tranquillement, à Lonzo Ball de revenir, pour voir ce qu'on peut faire de lui à l'avenir, parce que pour l'instant, c'est une vraie incertitude aussi. Et donc, histoire de voir si on peut vraiment compter dessus, sans lui mettre la pression à son retour, pour justement voir ce qu'il vaut, et voir si dans une reconstruction, il peut faire partie du projet. Donc, pourquoi? Je sais pas, après avoir, pourquoi pas, je voulais dire, mais après avoir, je veux pas non plus être trop tranchant avec cette équipe, parce que quand même, sur le papier, elle est belle, et on s'en rappelle, lors du début de la saison 2021-2022, cette équipe, quand il y avait encore Lonzo Ball, quand il y avait encore un meneur, qu'elle n'a toujours pas, peut-être que Jevon Carter va être celui-là, mais j'y crois peu, comme je disais, mais en tout cas, cette équipe, elle avait montré qu'elle était capable de choper des résultats sur la première partie de saison régulière. Néanmoins, aujourd'hui, il me semble quand même que, imaginer les Bulls performer cette saison,
c'est quand même très optimiste, c'est sûrement peu probable, et une totale explosion pourrait vraiment vite arriver d'ici la deadline. Sans ça, Chicago pourrait vivre une nouvelle campagne qui serait encore assez morose et voir son avenir continuer à s'inscrire dans un flou total. À Karnišovas maintenant peut-être de mettre son ego de côté, d'assumer que cet effectif en l'état avec ce trio aura peut-être du mal à contenter les fans de Chicago. Je sais que c'est dur pour un GM de mettre son ego de côté quand tu as été l'initiateur de certains trades. Revenir en arrière c'est pas facile, mais peut-être qu'il faut le faire. Aux Bulls maintenant de pas trop laisser traîner les choses comme il l'avait peut-être fait un petit peu avec Lauri Markkanen à l'époque, afin de tirer de leurs joueurs la meilleure valeur possible quoi, et de récupérer en échange la meilleure contrepartie possible, tant qu'il est encore temps. En tout cas je pense, et voilà pourquoi les Bulls aujourd'hui sont ma première équipe susceptible d'exploser avant la deadline de février. Donc maintenant, pour la deuxième équipe, je vais vous parler des Clippers, qui pourtant, quand on regarde leur effectif, qui est composé entre autres de Russell Westbrook, de Paul George et Kawhi Leonard, ont au moins sur le papier largement assez de talent pour afficher un statut de contender la saison prochaine. Sauf que bon, ça c'est beau, c'est sur le papier, mais on s'est rendu compte les 2 dernières saisons que ces joueurs ont beau déborder de talent, les Clippers n'y arrivent pas, même si pour l'instant il n'y a toujours pas eu une campagne de playoff avec le trio Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Mais parce que les années, mine de rien, commencent à peser sur le corps des joueurs majeurs, qui en plus de ça enchaînent vraiment les blessures, mis à part Westbrook peut-être. Mais un Westbrook qui reste toujours aussi imprévisible malgré sa très bonne campagne de playoff sur laquelle j'espère que les Clippers vont surfer. Aujourd'hui on a un Kawhi qui a quand même 32 ans, un Paul George qui a 33 ans et un Westbrook qui a 34 ans. Si leur cote reste toujours assez haute sur le marché des transferts, même si j'ai peut-être quelques doutes encore concernant l'intérêt des autres équipes pour Westbrook, même si avec son salaire qui a diminué, pourquoi pas, il pourrait faire partie d'un trade, je me dis que, vu l'âge de ces joueurs, leur valeur sur le marché des transferts pourrait très très vite baisser si tu ne les transfères pas assez vite, d'autant plus si on a un Paul George et un Kawhi Leonard qui continuent d'enchaîner les passages à l'infirmerie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur situation, elle est vraiment délicate, moi je trouve, à ces Clippers. Ils sont un petit peu sur la corde raide. Comme j'ai expliqué dans une vidéo que j'avais publiée en début d'été, je pense qu'il est trop tôt pour exploser tout de suite au vu du potentiel que peut avoir cette team quand elle est en bonne santé. Tyronn Lue, il a d'ailleurs prévenu ses joueurs en disant que l'an prochain, il faudrait prendre la saison régulière au sérieux pour avoir le meilleur seed pour les playoffs, et en jouant chaque match à fond pour arrêter de s'économiser, arrêter de se load manager. Et je comprends, vu ce que ça a donné jusqu'à maintenant, c'est bien beau de se dire on se prive de Kawhi pendant toute la saison, mais s'il doit pas être là en playoff, ça sert à rien. Donc c'est bien beau de le dire tout ça, mais la question est réelle. Est-ce que ces joueurs sont vraiment capables de rester en bonne santé toute la saison et les playoffs? Ça c'est pas sûr, et on le voit, c'est quand même des joueurs qui sont assez injury prone et qui soulèvent des doutes de ce côté-là. De plus, il y a une autre question qui se pose, et qui se pose depuis leur arrivée ensemble en 2019, est-ce que Kawhi et Paul George, ils ont pas un profil trop similaire pour viser un titre? Ça j'en ai déjà parlé, je pense pas, je trouve qu'on n'a jamais assez de two-way players dans une équipe, et je pense quand même qu'ils peuvent jouer ensemble, ils sont assez intelligents, je pense toujours qu'ils peuvent être complémentaires, mais ça j'aimerais que maintenant, en 2023, j'ai à nouveau des faits récents qui soient présents pour me le prouver. J'en ai eu par le passé, mais là ça fait tellement longtemps, ça fait 2 ans que Paul George ne joue pas un match de playoff, Kawhi il en a joué que 2 cette saison et aucun la saison dernière, je veux voir ce que ça donne encore, parce que forcément ça crée des doutes de ne plus les voir, donc je le cache pas. Plus le temps passe pour ces Clippers, et plus je me dis qu'il y a peu de chances que ça arrive, que cette équipe performe, parce que avec l'âge, avec les blessures qui vont continuer, ça sent mauvais, surtout que chez eux non plus, on a un effectif qui a pas beaucoup bougé. En fait à LA, j'ai l'impression qu'on attend qu'une seule chose, c'est que tout le monde soit en bonne santé en même temps. C'est ce que je disais, afin de voir le potentiel réel de l'équipe. Je peux comprendre ça, on va pas non plus se précipiter avant de voir ça. Les arrivées de Kawhi et de Paul George, elles étaient censées coïncider avec une vraie période dorée pour ces Clippers. Et pour l'instant, cette période, on l'a pas vraiment vue, du moins pas depuis 2 ans. Donc ok, on peut toujours avoir de l'espoir, mais si on laisse cette situation s'enquister et qu'on voit les éléments de qualité perdre leur valeur sur le marché, ça pourrait peut-être représenter quelque chose de dramatique pour cette franchise qui pourrait vite se retrouver dos au mur, avoir un avenir qui serait complètement bouché en cas d'impossibilité de les transférer dans le futur s'ils continuent justement sur les mauvaises séries noires dans lesquelles ils sont ces derniers temps. Du coup, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'exposerais tout directement? Non, je pense pas. Oui, dans un premier temps, comme ça se fait en ce moment du côté de Los Angeles, j'essaierai de voir ce que ça donne en début de saison, en espérant que chacun évite les blessures, mais en cas d'absence de résultats sur les premiers mois, clairement, je me tournerai vers le marché des transferts. Est-ce que ça veut dire que j'enverrai directement tout le monde ailleurs? Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook? Non, pas forcément. Par exemple, on a un Kawhi Leonard actuellement, avec son habitude du load management, comme on le disait tout à l'heure, avec son habitude des blessures, je suis pas sûr que sa cote soit si haute que ça, en fait, dans une mentalité sell high, buy low, c'est peut-être pas le meilleur moment de le transférer. Je pense que il vaut plus que ce que les Clippers pourraient récupérer contre lui actuellement, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour le transférer, Kawhi. Par contre, un Paul George, je pense,
ben avec lui peut-être que je pourrais essayer de tester le marché, pour essayer de choper un intérieur. Un secteur dans lequel, ben, à mon sens, malgré certains joueurs de qualité, je pense à Ivica Zubac, ces Clippers manquent vraiment de talent et manquent de profondeur. Alors pourquoi pas essayer de construire, grâce à un transfert de Paul George, un roster qui serait plus équilibré autour de Leonard, s'il est en bonne santé, autour de Westbrook et autour potentiellement d'un pivot de qualité. Là-dessus, on peut penser à Karl Anthony Towns par exemple, on en parlera plus tard. Lui, ça peut être un candidat intéressant qui pourrait être disponible parmi les intérieurs qui sont susceptibles de faire leur valise. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que je ferais à Chicago, là si je détruis tout ou si je modifie des choses, ce serait pas pour chercher à tanker. J'essaierai plutôt de profiter encore de la valeur de Paul George pour essayer de trouver un meilleur fit qui serait capable de performer tout de suite et d'éviter les blessures autour de Kawhi Leonard et Russell Westbrook. Même si quand je parle d'éviter les blessures, je me rends compte qu'Kat ce serait peut-être pas le candidat idéal vu comment il a fréquenté l'infirmerie ces dernières saisons. Mais là voilà, j'y réfléchis, je pensais à un intérieur, un Siakam par exemple qui peut peut-être être disponible. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller le chercher? Je sais qu'en ce moment, parce que c'est la décision de James Harden qui veut vraiment aller aux Clippers, ça parle beaucoup de lui. Cependant, au vu des dernières rumeurs, on voit que les Clippers sont pas vraiment prêts à lâcher beaucoup pour lui, en tout cas pas assez pour convaincre Philadelphie. Et je les comprends, parce que même s'il a encore du talent, James Harden, en termes d'équilibre, il correspond pas forcément à mes yeux à ce que la franchise recherche. Donc je me tournerai donc vers d'autres pistes, et je pense que c'est ce que les Clippers font en ce moment. Maintenant, est-ce qu'un tel scénario peut vraiment avoir lieu? Je sais pas. On a une équipe des Clippers qui semble tenir très fort à Paul George, qui semble croire en ce roster en tout cas, qui semble juste attendre que les étoiles s'alignent pour que tout le monde soit à bonne santé. Là-dessus, je veux bien leur faire confiance, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'en cas de complications qui pourraient continuer, ne pas appuyer sur la gâchette suffisamment tôt, ça pourrait s'avérer assez vite dramatique pour cette franchise californienne, et voilà pourquoi je la mets parmi mes candidats potentiels pour lesquels un blockbuster trade serait possible d'ici le mois de février. Et quand je vois que ni Kawhi Leonard ni Paul George n'ont été prolongés jusqu'à maintenant du côté des Clippers, je me dis que même s'il n'en parle pas publiquement, Steve Ballmer, le proprio, il a peut-être lui aussi cette idée qui est cachée dans un coin de sa tête. Parce que ouais, même si ces Clippers arrivaient à récupérer James Harden à bas prix, c'est possible, sait-on jamais, et à créer une super team en l'accompagnant du trio déjà en place, j'aurais tout de même de gros doutes quant à la complémentarité de tout cet effectif, mais aussi quant à l'âge des joueurs principaux, pour que cette équipe soit un réel candidat au titre. Pourtant, c'est exactement les ambitions que les Clippers doivent nourrir à court terme, et pour ça, à mon avis, si ça marche pas, si encore une saison si la saison prochaine est encore trop marquée par des passages à l'infirmerie, il sera peut-être temps, avant la deadline de février, de tout exploser pour ces Los Angeles Clippers. Troisième équipe maintenant, et juste avant, je vous parlais de Karl Anthony Towns et de la possibilité de le retrouver sur le marché en cours de saison. Pourquoi? Parce qu'au vu du contexte actuel à Minnesota, je me dis qu'un blockbuster deal autour de lui, c'est clairement pas inenvisageable. On l'a vu, l'an dernier, Kat a réclamé d'être décalé au poste 4, ce que la franchise a accepté en faisant venir Rudy Gobert. On va pas se mentir, pour le moment, et surtout au vu de tous les assets que les Wolves ont lâchés pour accueillir Rudy, on a un move qui semble représenter une très mauvaise décision pour l'équipe. En tout cas, si on fait le bilan tout de suite, il n'y a pas grand chose de positif à en tirer. Certes, la blessure de Kat qui l'a privé de la majeure partie de la saison, elle a rien aidé dans ce sens ou dans l'idée de créer des automatismes, et je comprends qu'à Minneapolis on ne veuille rien précipiter pour le moment, histoire d'avoir peut-être un échantillon plus important de ce que ça pourrait donner, cette association entre Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. Ceci dit, est-ce que cette association, j'y crois vraiment aujourd'hui? Si je suis totalement honnête, je dois dire que non, pas plus que ça. Kat est bien gentil à vouloir jouer au poste 4, mais moi je trouve pas assez mobile pour assurer une présence défensive sur les ailiers forts adverses par exemple, et en attaque c'est pareil. On sait à quel point c'est un intérieur qui aime s'écarter, c'est un petit peu son péché mignon, et son décalage au poste 4 l'autorise maintenant à passer finalement la majeure partie de son temps au périmètre. Il est bon, c'est un des big men les plus adroits de l'histoire de loin. Lui se considère comme le big man le plus adroit de l'histoire de loin, mais je pense qu'on a un Dirk Nowitzki qui est bien là pour concurrencer. Peu importe, il est bon, mais est-ce que c'est dans cette situation que je trouve le plus performant Karl Anthony Towns? Ben non, pas du tout, parce que au vu de son physique, au vu de ses skills, au vu de son habileté, on a un Towns qui peut dominer tout un paquet de pivots dans la peinture. Et même si on sait que c'est pas un grand fan du contact sous le cercle, c'est bien dans ce rôle que jusque-là, dans sa carrière, il a majoritairement brillé. Le souci, c'est que maintenant, il y a un Rudy Gobert dans l'effectif, et redonner des minutes au poste 5 à Karl Anthony Towns, ça s'avère quasiment impossible. Et je me dis que si ces constats perdurent lors de la saison qui va commencer, pour moi, il sera grand temps de faire quelque chose à Minnesota, encore une fois, avant qu'il soit trop tard, sous peine de s'être complètement dépouillé sur le marché des transferts pour faire venir Gobert, mais finalement rester dans le ventre mou. Alors du coup, qu'est-ce que je pense qu'il va falloir faire? À mon avis, il faudra en envoyer ailleurs un des deux, pour redonner justement à Karl Anthony Towns le poste 5. Est-ce que ça peut être Gobert? Je pense pas. L'équipe a trop donné récemment pour lui, pour l'abandonner si vite comme ça. Ce serait trop un constat d'échec, et aucune chance en tout cas qu'à ce jour ils récupèrent autant que ce qu'ils ont lâché. Donc à mon avis, toujours dans cette mentalité sell high buy low,
Rudy Gobert, il n'y a pas moyen qu'il parte à court terme. Par contre, Karl Anthony Towns, eh ben, je me dis que c'est possible. D'autant plus avec la très bonne coupe du Monde qui vient de réaliser. Il a une bonne cote. Et peut-être que Minnesota, malgré sa saison l'an dernière qui a été compliquée, peut en tirer quelque chose d'intéressant. Bien sûr que les Wolves auraient tort de ne pas surfer sur cette vague de la Coupe du Monde, je pense, afin de voir ce que ça peut donner. Tout le monde en bonne santé dans un système qui désormais tout le monde connaît. Mais si à nouveau on a les mêmes failles qui se dévoilent, et je pense que ça peut arriver, Tim Connelly pourrait rapidement tenter un coup et profiter justement de cette bonne cote que Kat affiche en ce moment sur le marché des trades pour faire un transfert et l'envoyer ailleurs. Mais la question ce serait, ok, envoyer Towns ailleurs, mais pour obtenir quoi en échange? Eh bien j'ai tendance à dire un petit peu n'importe quoi tant que ça permet de construire un roster équilibré et qui pourrait apporter des certitudes autant sur le présent que sur l'avenir. En fait, ce qui est intéressant à Minnesota, et je disais que ça, il n'y avait pas à Chicago, c'est que dans le roster, on a déjà une star en devenir, un joueur autour duquel construire, en la personne d'Anthony Edwards qui vient d'être prolongé jusqu'en 2029. Ça, c'est un bon move, ça permet d'avoir quelques certitudes pour l'avenir, mais est-ce que vous pensez qu'un joueur comme lui, avec ses ambitions et envie de rester sur le long terme dans un petit marché comme Minneapolis, si l'équipe n'affiche pas les mêmes ambitions que celles que le joueur possède, moi je suis pas sûr. Contrairement à Chicago, je vois rien de particulièrement urgent chez les Wolves, c'est sûr, et je comprends qu'ils aient pas bougé tant que ça cet été. Ceci dit, si en janvier-février, on a une équipe de Minnesota qui s'affiche pas comme un candidat sérieux, je pense qu'il faudra profiter de la bonne valeur de Towns pour le transférer. Le pack idéal, je me dis, ça serait 1 ou 2 joueurs de valeur pour permettre à l'équipe d'être performante de continuer même à être performante tout de suite, et aussi montrer à Hentman que les dirigeants font ce qu'il faut pour gagner, mais aussi plusieurs pics de draft afin surtout d'envisager le futur du mieux possible et continuer à construire via la draft pour entourer Hentman, quitte à garder Rudy Gobert qui, j'en suis sûr, pourrait se voir confier un gros rôle en tant que pivot défensif dans une équipe qui serait menée par Anthony Edwards. Le souci principal, c'est que dans l'idée de transférer Kat, son contrat est carrément toxique vu qu'on a un intérieur qui va toucher plus de 50 millions par an dès 2024 et un contrat qui va monter, qui est progressif et qui va monter jusqu'à 60 millions la saison. C'est énorme et ça pourrait refroidir pas mal d'équipes. Mais justement, je me dis que ce paramètre pourrait faire accélérer les choses pour Connelly. Aujourd'hui, je pense que Towns, malgré son contrat, comme je le disais, il a une vraie valeur. Il peut encore intéresser des teams qui sont désireuses de se renforcer, dans le secteur intérieur en tout cas, et qui voudraient afficher des ambitions à court terme. J'en parlais dans ma vidéo sur Evan Fournier le week-end dernier. Cependant, s'il continue à s'entêter de jouer au poste 4, à montrer ses limites et à finalement peser très peu sur les bons résultats de son équipe, sa cote pourrait très vite baisser et il sera trop tard pour le transférer. Donc est-ce que c'est pas le meilleur moment pour l'envoyer ailleurs si ça marche pas l'année prochaine? Je crois que si. Certes, dans un tel deal, Minnesota se retrouvera sûrement perdant sur le court terme, sur le moment présent, mais l'équipe pourrait quand même voir le futur avec plus d'enthousiasme, en étant plus équilibré, et vu que Edwards n'a que 21 ans, pas besoin forcément d'afficher un statut de contender tout de suite, si ça permet de l'avoir ce statut d'ici 3 ou 4 ans, avec potentiellement de bons jeunes qui arriveraient dans un deal de Towns. Donc je pense que dans les prochains mois, si on a une équipe de Minnesota qui continue à pédaler dans la semoule, ce sera peut-être le bon moment pour transférer Kat et voir comment construire l'effectif différemment pour éviter dans le futur de se retrouver dans une impasse qui bloquerait ses Wolves pendant de longues années. Parce que on a eu l'arrivée de Shake Milton, par exemple, que je trouve très bien du côté de Minnesota, et j'en suis sûr, elle peut faire du bien, mais elle sera amplement pas suffisante pour remettre à elle seule l'équipe sur de bons rails. La clé, c'est cette association entre Towns et Gobert. Cette association, elle a montré déjà des limites. Elle peut-être nous surprendre l'année prochaine, mais au vu des limites qu'elle a montrées et au vu des limites que Kat a montré au poste 4, j'y crois très peu, et si ça continue comme ça à ne pas fonctionner, je pense que oui, Karl Anthony Towns peut partir d'ici le mois de février et emmener Minnesota à démanteler au moins partiellement son effectif. Viennent maintenant les Pelicans dans ma liste, qui, je le cache pas, me mettent vraiment dans un réel flou quand j'essaye d'imaginer quelle pourrait être la suite pour eux. Parce que le joueur qui me met dans le flou, c'est Zion Williamson. Parce que clairement, la star autour de qui construire, normalement, il n'y a pas trop de doute, ça doit être lui. Mais au vu de ses blessures à répétition, est-ce que la team peut vraiment compter sur lui à l'avenir, ou même à court terme? J'ai de vrais doutes, parce que malgré le niveau incroyable que l'intérieur est capable d'afficher quand il est en bonne santé, et quand je dis incroyable, je mâche pas mes mots, est-ce qu'on peut vraiment compter sur le fait qu'il reste en bonne santé? Parce que dans cette équipe de Nola, on le voit, dans le roster, les qualités sont là, j'ai aucun doute là-dessus. Mais entre un CJ McCollum, qui l'an dernier a peiné à retrouver un petit peu l'impact qu'il avait à son arrivée à Nola, un Zion qui est abonné à l'infirmerie, et un Brandon Ingram que j'adore, et qui, aussi bon joueur de basket soit-il, semble manquer un petit peu de leadership peut-être, pour être le go-to guy d'une équipe ambitieuse, et qui lui aussi, on va pas se mentir, passe beaucoup de temps sur la liste des blessés, les inquiétudes sont réelles chez les Pelicans. Pourtant, on s'en rappelle, avec Zion, l'équipe l'a montré la saison passée, ils sont capables de jouer au moins temporairement les premiers rôles à l'ouest. Vraiment, c'est
une équipe qui peut être performante. Sauf que sans lui, on l'a vu aussi, ça n'a pas été la même. Les Pels ayant été obligés de passer par le play-in pour finalement échouer avant même d'avoir l'occasion de reproduire les bonnes choses qui avaient été montrées en playoff en 2022, notamment avec Brandon Ingram. Donc là, vous allez me dire, pourquoi chambouler le roster? La seule chose qui manque à ces Pelicans, c'est peut-être un petit peu de réussite pour que les joueurs puissent enfin être tous en bonne santé au bon moment. Un petit peu comme les Clippers. Et surtout que là, on a une équipe plus jeune, donc il y a peut-être rien qui est forcément pressé. Si vous me dites ça, je pense que vous auriez pas tort. D'ailleurs, c'est aussi ce que je pense. N'empêche que ces joueurs-là, avec leur côté injury prone, est-ce qu'ils peuvent vraiment accomplir ça, une saison complète et des playoffs, une campagne de playoffs où ils sont tous en bonne santé et tous à 100% de leur forme? Eh bien j'ai des doutes. Aujourd'hui, on a un Zion qui possède toujours une bonne valeur sur le marché des transferts, même malgré ses blessures à répétition, hein, tout ça parce que quand il a été sur le terrain, à chaque fois, que ce soit Stan Van Gundy ou Willie Green, le coach, il s'est montré ultra dominant. Mais imaginez, s'il se répète l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter chez les Pels et surtout qui va vouloir de lui? Là, selon les dernières rumeurs, selon les dernières images, ok, il semble hyper fit, limite dans la forme de sa vie, mais j'ai l'impression que ce discours, on a un petit peu le même tous les étés. Le fait est que, tous les étés, on pense que cette année, c'est peut-être la bonne, mais à chaque fois, quand la saison avance, on voit qu'on a un Zion qui a du mal à maintenir son poids de forme, qui semble peut-être pas avoir l'hygiène de vie suffisamment performante ou suffisamment affûtée pour réaliser une saison NBA complète, ce marathon de 82 matchs, et pour être honnête, je sais pas si un jour ça pourra vraiment changer dans la carrière de Zion. Ce que je me dis, c'est que si jamais t'as les burnes de l'envoyer ailleurs tout de suite, tu peux recevoir vraiment des brouettes et des brouettes d'assets, que ce soit des tours de draft, des jeunes talentueux et même des joueurs référencés. Si t'arrives à entourer McCollum et Ingram avec de bons joueurs, avec des joueurs en forme, des guerriers qui seront là toute la saison et sur qui tu sais que tu vas pouvoir compter, je me dis que clairement les Pels auront de quoi nourrir des ambitions. Peut-être pas un titre, mais au moins peut-être pourquoi pas passer un tour de playoff, ce qui serait déjà une super performance pour les Pelicans. Après là, je pense que en l'état, là tout de suite, c'est peut-être trop tôt, même c'est sûr c'est trop tôt pour transférer Zion. Mais les Pelicans quand même ont l'avantage de connaître mieux que n'importe qui son dossier médical. Et je me dis que s'ils sont pas rassurés, ils auraient peut-être tort de ne pas le transférer pour essayer de récupérer en échange la meilleure contrepartie possible, avant que justement tout le monde soit au courant du fait qu'il est complètement cramé et qu'il soit trop tard, et que l'équipe se retrouve avec un joueur qui serait complètement intransférable pour des raisons de santé, et qui leur apportera sûrement pas assez pour être réellement compétitif. Maintenant, son dossier médical à Zion, je l'ai pas, et je me dis qu'il faudrait quand même être, comme je disais, sacrément burné pour transférer dès maintenant celui qui, il y a encore 4 ans, était considéré comme l'avenir de la ligue. Mais si c'est la meilleure chose à faire pour les Pelicans pour être compétitif, pourquoi se priver? Et quoi qu'il en soit, même si cet effectif décide de garder Zion, et en imaginant qu'il reste en bonne santé, j'ai quand même toujours des doutes sur le fait que Nola puisse être un contender à court ou moyen terme. On a un CJ McCollum qui est un super scoreur, c'est sûr, mais c'est pas non plus un meneur de jeu naturel, même si on a Willie Green qui l'utilise à ce poste. Des scoreurs comme McCollum, alors peut-être pas comme McCollum, mais en tout cas des scoreurs à Nola, il y en a d'autres, Zion Williamson et Brandon Ingram par exemple. Donc est-ce qu'il vaudrait pas mieux essayer de tenter de récupérer un vrai meneur, pourquoi pas un chef d'orchestre avec des réelles qualités de playmaker pour essayer de servir les scoreurs dans la meilleure disposition possible, pour essayer de donner les bons ballons à Zion et Ingram s'ils sont en bonne santé? Franchement, je me dis que ça pourrait être une idée. Pourquoi ne pas tenter un coup avec James Harden par exemple, qui vient de finir meilleur passeur de la NBA la saison passée? Avec lui, il y aurait peut-être moyen de faire un truc, même si j'ai toujours des doutes bien sûr le concernant. Pourquoi ne pas tenter un coup avec Damian Lillard également, qui lui, bien sûr, alors ça correspond pas avec ce que je viens de dire, c'est plus un scoreur qu'un playmaker, mais clairement c'est un joueur qui est capable de faire step up immédiatement le niveau de la team. Bon après on le sait, tout ça va être difficile, parce qu'on a Harden et Lillard qui ont pas l'air bien chauds à l'idée de venir à Nola. Mais bon, au bout d'un moment, si c'est des joueurs qui veulent être transférés, il faut se rendre compte qu'ils pourront pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire obtenir un transfert, mais en plus choisir leur destination. Et à mon avis, plus le temps passe, et moins il y a de chances que Lillard et Harden aillent où ils veulent. Ce qui me semble flagrant en tout cas, chez les Pelicans, c'est que pour le moment, il y a beaucoup trop d'interrogations qui existent autour de cette équipe pour les imaginer super compétitifs tout de suite, même si j'espère me tromper parce que c'est une équipe que j'aime bien. Cependant, dans le roster, il y a quand même des pièces, pas mal de pièces qui peuvent avoir de la valeur sur le marché, il y a beaucoup de jeunes aussi, et même un Brandon Ingram, je pense, qui n'est pas intouchable, et qui peut te permettre de récupérer peut-être un très gros joueur. Avec des pièces comme ça, tu peux peut-être même aller essayer de récupérer un Joel Embiid, qui, on en parlera après, n'est peut-être pas si intouchable que ça, lui non plus, du côté de Philadelphie, surtout s'il demande son départ, ce qui pourrait arriver. Comme on l'a dit, des Lavine, des Karl Anthony Towns, des DeRozan, des Paul George ou des Pascal Siakam pourraient eux aussi devenir disponibles. Alors si Nola se rend compte qu'en transférant un ou plusieurs de leurs joueurs majeurs, ils peuvent recevoir en échange suffisamment pour devenir au moins un outsider, je dis pas un contender, mais au moins un outsider, je pense qu'ils auraient tort de ne pas au moins creuser l'idée pour voir ce que ça peut amener. Voilà pourquoi cette team de la Nouvelle-Orléans, elle apparaît aujourd'hui dans ma liste des équipes qui pourraient bien être démantelées d'ici les prochains mois. Je dis pas forcément pour une reconstruction, mais au moins pour reconstruire l'équipe d'une manière différente, afin peut-être d'avoir des ambitions et plus de certitude avec des joueurs moins injury prone. Il suffirait peut-être de
d'un move ou deux moves pour permettre à cette team prometteuse et talentueuse de complètement changer de visage afin de s'assurer de quitter pour de bon ce foutu ventre mou. On n'a pas beaucoup d'équipes, je trouve, actuellement en NBA qui disposent d'autant d'assets que ces Pelicans. Donc si ces assets ils ne te permettent pas de gagner ni sur le présent ni pour le futur, mais le mieux je pense c'est de les transférer aussi vite pour obtenir en retour des joueurs qui eux seront seront en capacité potentiellement de te faire win. À voir maintenant ce que ça donnera le début de saison chez les Pelicans, à voir quel sera le niveau de jeu et la forme physique de Zion Williamson. Mais si les prometteurs ça pourrait donner de l'espoir aux dirigeants et ça bougera pas, mais si encore une fois on retombe dans ce cycle infernal où on a des blessures et on a des hauts et des bas parce que l'équipe n'est que rarement au complet, peut-être qu'il va falloir réfléchir en disant toi et toi vous faites vos valises et en échange on va essayer de récupérer des pièces qui vont vraiment nous aider tout de suite parce qu'elles seront en bonne santé sur le présent et sur l'avenir. Donc pour l'instant, on n'en est pas là, mais si le début de saison est très mauvais du côté des Pelicans, je pense qu'elle peut faire partie cette team en tout cas peut faire partie des équipes qui seront démantelées avant la deadline. Allez, let's go! Évoquons les Sixers désormais. Et si jusque-là, j'ai évoqué beaucoup de teams parce que j'avais des doutes sur leur futur, à Philadelphie, depuis la demande de transfert de James Harden, des doutes, j'en ai sur le futur, mais j'en ai aussi sur le présent. Le barbu, lui, on l'a déjà dit tout à l'heure, il est catégorique. Il a activé sa player option pour toucher ses 38 millions de mémoire, et il a clamé haut et fort, il voulait plus rejouer aux Sixers, il veut maintenant aller aux Clippers et nulle part ailleurs. Il a également dit, et ce malgré les menaces de la Ligue aussi, que pour lui, il était hors de question de rester à Philadelphie, en tout cas tant que Daryl Morey en serait le JM. Après peut-être que Philadelphie va virer Morey, mais pour l'instant ça semble pas être forcément dans les cartons. Donc le problème c'est que pour l'instant on est dans une impasse, parce que les Clippers ils s'en rendent bien compte, les Sixers ils sont complètement en position de faiblesse avec cette situation de James Harden, et hors de question pour les Clippers, pour le récupérer, de lâcher une contrepartie trop importante pour un joueur qui, comme je l'évoquais quand je parlais des Clippers, ne fit pas forcément, en tout cas à mes yeux, avec les réels besoins de l'équipe, qui semble plutôt nécessiter de se renforcer dans la raquette. C'est pour ça que du côté de Philly, on veut le garder Harden, et si je l'ai pas mis dans le 5 envisagé, c'est que pour moi, je ne vois pas comment il peut rejouer dans cette équipe de Philadelphie, donc c'est pour ça que j'ai mis Patrick Beverley en meneur et que j'ai enlevé James Harden de cette rotation, et malgré les failles de Harden qui sont réelles, ça reste un joueur quand même assez unique, qui peut planter 40 points un soir et qui peut limite faire 20 passes le lendemain, même si malheureusement tout ça il n'a pas forcément montré dans les matchs les plus importants de l'année. Cependant, en play-off, malgré son invisibilité lors du match 7 face aux Celtics, il a quand même montré de bonnes choses, et du côté de Philadelphie, on se rend compte, je pense, qu'on a quand même plus de chances de jouer le titre avec Harden que sans lui. Enfin déjà avec Harden, il y a peu de chances de gagner le titre. Sans lui, je pense que c'est encore pire. Mais s'il veut pas jouer pour les Sixers, qu'est-ce qui va se passer? On a une franchise de Pennsylvanie qui va être obligée de le brader pour pas grand-chose. Et si elle le fait pas, est-ce qu'on a un Harden qui va finalement revenir pour toucher la thune et pour pas avoir d'amende en faisant la tronche et en étant complètement désinvesti? Ça se peut aussi. Pour moi, ce sera sûrement l'un ou l'autre de ces scénarios s'il n'y a pas de transfert. C'est ça. Enfin non, c'est pas s'il n'y a pas de transfert. Mais en gros, pour moi, à Philadelphie, soit on transfère James Harden, soit il va revenir en faisant la gueule, ou pire encore, sans se présenter. Et quoi qu'il en soit, ces deux scénarios, ils seraient catastrophiques, ils seraient très néfastes pour ces Sixers. Aussi optimiste que je peux l'être parfois, je vois pas un monde où Harden oublierait toute son aigreur et reviendrait tambour battant chez les Sixers pour les guider, je sais pas, minimum vers une finale de conférence, une étape que Philadelphie n'a pas connue depuis plus de 20 ans maintenant, c'était en 2001. Donc il faut en être conscient. Quoi qu'il se passe autour de James Harden, on a une équipe de Philly qui pourrait vivre un début de saison hyper chaotique. Et c'est bien ça le souci. Et pourquoi je pense que c'est un gros souci? Parce que dans l'équipe, on a Joel Embiid aussi, qui est MVP en titre, qui sort d'une saison régulière qui a été démente, malgré de plus grosses difficultés en play-off, et pour qui, mine de rien, l'horloge tourne assez sérieusement. Il a déjà 29 ans, et vu que son historique de blessure est quand même assez important, ça laisse difficilement présager une longue carrière pour lui. Donc maintenant qu'il a déjà vécu le marasme de Ben Simmons il y a 2 ans, est-ce qu'on a un pivot qui va à nouveau vouloir se retrouver à nouveau dans une situation similaire autour de James Harden? Je me dis qu'il n'y a rien de moins sûr. Si en début de saison, on a une équipe des Sixers qui n'arrive pas à afficher de réelles ambitions et qui se retrouve en réelle difficulté dans le classement, beaucoup d'analystes en parlent, et même il l'a plus ou moins sous-entendu en tout cas, je me dis qu'une demande de trade de la part de Joel Embiid, ça pourrait vite arriver sur la table. Je dis pas que les Sixers, ça peut pas fonctionner, sans Harden, avec Maxey, avec Embiid et avec Harris, mais est-ce que ça peut vraiment jouer un titre, ou ne serait-ce qu'une finale de conférence? Non, je pense pas. Voilà pourquoi je pense qu'il va être peut-être assez urgent que ça bouge du côté de Philly. En tout cas, concernant James Harden, il faut que ça bouge tout de suite. On a un Daryl Morey qui doit faire quelque chose au plus vite. Déjà, cet élément, ça montre, je trouve, que cette équipe pourrait bouger fort. Mais si en plus de ça,
on a un Joel qui demande son trade, et ben je me dis qu'il faudra prendre ses responsabilités, il faudra mettre fin au process, qui jusque-là est un échec, hein, il faut se le dire, et penser peut-être à l'avenir plutôt que de passer de longues années dans le ventre mou, ou même à enchaîner les défaites au premier ou au deuxième tour des playoffs, comme c'est le cas actuellement, chose que Daryl Morey d'ailleurs dans son discours dit vouloir absolument éviter. Maintenant, si tu transfères Embiid, en échange, tu peux récupérer peut-être des montagnes de tours de draft, tu peux récupérer tout plein de jeunes joueurs talentueux, et pourquoi pas même des joueurs référencés. Jusque-là, on l'a vu, concernant Tyrese Maxey, on a des Sixers qui sont intraitables. Pour eux, hors de question de le transférer. Il y avait des rumeurs avec Portland pour essayer d'obtenir Damian Lillard. Apparemment, Philadelphie a dit non, on vous enverra pas Maxey, et c'est ce qui aurait bloqué toutes les discussions. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils comptent sur lui et ses 22 ans pour, je sais pas moi, potentiellement mener une équipe en reconstruction dans les mois à venir si Harden et Embiid devaient se barrer? Ben c'est possible. Franchement, si tu dois te passer de Harden, que t'arrives pas à récupérer de contrepartie intéressante en échange, et qu'on a un Embiid qui fait la tronche, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Tourner une page, mais même tourner toutes les pages d'un livre, repartir à zéro et construire au mieux via la draft dans les années à venir, même si on l'a vu, la draft c'est pas forcément la spécialité des Sixers sur ces dernières saisons. Mais peu importe. Quoi qu'il en soit, bah, si ça part dans un tel scénario, c'est clair qu'il va falloir s'attendre à vivre des saisons assez noires du côté de Philadelphie. Mais si ça permet à l'équipe de mieux se relancer dans le futur et d'espérer faire mieux qu'aujourd'hui dans 4 ou 5 ans, pourquoi pas? Bah pourquoi se priver? Bon, bien sûr, on n'en est pas là, on sait pas si Joel Embiid va demander son trade, mais en tant que fan des Sixers, moi si j'avais le choix entre passer encore plusieurs années avec un Embiid qui se fatigue de ne pas gagner, qui s'investit de moins en moins, qui perd de sa valeur aussi, parce que ça, il faut se rendre compte, si Embiid fait la gueule, il va perdre de sa valeur, et qui fout l'équipe dans l'embarras sans lui permettre vraiment de décoller, ou si j'ai le choix entre ça ou une reconstruction qui, même si elle sera difficile à vivre sur le moment présent, permettrait peut-être d'envisager le futur avec plus d'optimisme, mais c'est clairement vers cette option de la reconstruction que je pencherai. Voilà pourquoi je pense que si le chaos qui... On va pas se mentir encore une fois, qui dure depuis maintenant plusieurs années à Philadelphie, devait perdurer. Une totale reconstruction sous Nick Nurse qui vient d'arriver en tant que coach, c'est pas non plus une piste à totalement exclure dans les prochains mois, parce que ok, les arrivées de Patrick Beverley et de Mo Bamba, elles ont beau être sympathiques, je pense qu'il fallait un guerrier aussi comme Patrick Beverley et que ça fait du bien, mais c'est pas a priori ces joueurs qui vont permettre à Embiid d'obtenir une bague sans James Harden. Voilà pourquoi je pense que déjà concernant James Harden, les Sixers vont devoir choisir une voie claire, et si cette voie ne permet pas d'envisager la victoire tout de suite, et que Embiid fait la gueule, il va falloir poursuivre à fond dans cette voie, peut-être transférer Embiid, avoir le maximum de la meilleure contrepartie possible en termes de pick de draft et en termes de jeunes, pour se relancer de la meilleure façon possible, pour se reconstruire bien solidement sur les années à venir, plutôt que de rester cette équipe qui resterait dans un entre-deux pendant des années, et qui justement dans ce ventre mou aurait du mal à satisfaire les fans. On termine par les Raptors. C'est ma 6ème équipe pour aujourd'hui, et pour eux, je vais le dire franco, je comprends pas vraiment ce qu'ils font. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a une équipe qui stagne, depuis le titre de 2019 en fait, et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis pour essayer de changer un peu ce scénario, cette narrative? Pas grand chose. Ok, je veux bien entendre que pour eux ça a été compliqué ces dernières années, il y a eu le Covid, il y a eu le déménagement provisoire à Tampa, il y a eu l'absence de pivot de qualité aussi, le départ de Kawhi Leonard à gérer, l'échec du basket sans poste qui a été prôné par Nick Nurse. Tout ça, ça les a pas vraiment aidés. Et voilà pourquoi, pour moi, ça fait déjà un petit moment qu'il est temps pour Masai Ujiri de réagir, pour stopper le ventre mou et peut-être prendre la direction du tanking pour essayer de voir l'avenir, d'imaginer des jours meilleurs en tout cas pour l'avenir. Et espérer, quitte à sacrifier le présent, donner un petit peu d'espoir dans les années à venir pour les fans. En début d'été d'ailleurs, quand on a vu justement le départ de Nick Nurse vers Philly, quand on a vu aussi le départ de Fred VanVleet vers Houston, tout ça, ça me donnait l'impression qu'enfin, on avait un Ujiri qui se disait « Ok, je suis prêt à appuyer sur le bouton rouge et je suis prêt à tourner une page. » Et pourtant, que nenni, comme dirait ma grand-mère. Aujourd'hui, on a une équipe qui est trop faible pour avoir des ambitions réelles, mais qui est aussi trop forte pour vraiment tanker et pour viser la draft. Comme si on avait essayé d'entamer des travaux un petit peu, puis qu'on les avait abandonnés en plein milieu, en laissant une équipe qui est complètement en chantier à l'approche de la saison. Perso, je sais pas vous, mais si vous comprenez vraiment la direction que prennent les Raptors actuellement, je veux bien que vous m'expliquiez, parce que là, je dois le dire, cette équipe, elle me laisse un petit peu le sentiment d'une demi-molle, pas grand chose de plus. Quand tu commences à reconstruire, mais que t'as toujours des mecs comme Siakam ou Anunoby dans le roster, tu peux pas tanker, du moins pas totalement. Surtout quand on voit le niveau que Siakam a pu atteindre ces dernières années. On a Darko Rajakovic qui est arrivé comme coach, mais je me dis, le pauvre là, il est dans une situation où ça doit être quoi ses ambitions avec ce roster? Il doit participer au play-in en guidant une équipe qui, même si elle possède Scotty Barnes dans ses rangs ou Grady Dick qui vient d'être drafté, qui possède que peu d'éléments sûrs pour l'avenir, je sais pas, avouez que il y a plus motivant comme challenge pour un nouveau coach. Non, franchement, la seule chose que j'imagine à Toronto, c'est que Ujiri, il a peut-être bien en tête
de tenter une reconstruction, mais que contre Siakam ou Anunoby, jusque-là, personne ne lui a proposé assez, personne ne lui a proposé les assets qu'il désirait. Et je pense que désormais, c'est plus qu'une question de temps, hein, l'horloge tourne du côté de Toronto. Cette équipe, elle peut pas rester indéfiniment dans cette position, sans ambition réelle, ni pour le présent, ni pour le futur, et il va falloir bouger. Voilà pourquoi, à mon sens, à ce jour, un trade de Siakam, et sûrement un trade d'Anunoby, même si Anunoby peut rester, mais au moins un trade de Siakam, c'est en train de devenir totalement inévitable à court terme. C'est bien d'avoir recruté Dennis Schroeder, mais c'est pas non plus lui qui va te permettre de viser un long parcours de playoff. Et en parallèle, c'est pas non plus le joueur que tu veux absolument signer, si tu veux donner de la place aux jeunes, et si tu veux tanker. Pareil, prolonger Jakob Poeltl, c'est cool aussi, c'est un pivot de qualité Poeltl, mais c'est la même chose, il a 27 ans, je suis pas sûr qu'il progresse encore beaucoup, c'est pas non plus un jeune sur lequel tu peux compter vraiment pour l'avenir, et il fait pas partie des joueurs sur lesquels je miserais à fond si je voulais reconstruire. Donc voilà, on a un Siakam qui est toujours là, on a un Schroeder qui est arrivé qui peut prendre de la place aux jeunes, on a un Poeltl qui a été prolongé. Tout ça, ça donne l'impression que cette équipe veut rester compétitive, mais en parallèle on change de coach et on vire Van Vliet. Donc ouais, vraiment je suis perdu quand je pense à ces Raptors, et voilà, je sais pas, j'arrive pas à comprendre où ils vont, à part vers une situation qui serait plus que délicate. Donc ouais, je serais eux, je me dirais que stop, là ça suffit, 2019 on était content, on a gagné le titre, mais maintenant il est temps de tourner une page. Je garderai sûrement Scottie Barnes et Grady Dick, quelques autres pièces aussi, les jeunes, pour essayer de voir comment on peut construire avec eux. Je dis pas forcément autour d'eux, parce que je pense pas que ça devienne des franchise players en puissance, mais avec eux. Et cette saison, je la tankerai, et en échange des joueurs qui partiraient, comme Siakam ou Anunoby, j'essaierai de récupérer le plus de pics possible, histoire de laisser la place à tout le monde de se développer, pour penser à l'avenir, en faisant une espèce de all-in sur une reconstruction dans le futur via la draft. Pour moi, vu la situation de cette team à l'heure actuelle, c'est sûrement le mieux à faire, et dès maintenant, c'est sûrement encore plus urgent que pour les Bulls, hein, selon moi. De ce qui se dit actuellement, le front office des Raptors serait toujours en train de jauger l'intérêt pour Siakam et pour Anunoby sur le marché. Déjà, c'est une bonne chose. C'est bien, mais au bout d'un moment, il va falloir passer à l'action. Et si tu veux vraiment les transférer, pourquoi tu vas signer un Schroeder à côté de ça? C'est pour ça que je capte pas. Donc maintenant, ça y est, je compte sur Masai Ujiri pour faire exploser cet effectif au plus vite, afin d'éviter de se retrouver dans une situation difficile qui serait trop durable et qui pourrait devenir très compliqué à vivre sur le long terme pour les fans canadiens. Donc on va voir ce que vous en pensez, hein, quand on fera le classement des équipes qui, selon vous, méritent le plus, ou en tout cas ont le plus de chances d'exploser dans les prochains mois. Mais pour moi, je pense que c'est ces Raptors qui ont le plus le couteau sous la gorge, en tout cas tout de suite, pour bouger rapidement. Et si je devais mettre une piécette sur la team qui, selon moi, a le plus de chances d'exploser d'ici la trade deadline, je pense que je miserais sans trop hésiter sur la franchise canadienne. Épilogue. Du coup, si on fait le bilan par rapport aux équipes que je vous ai présentées, à chaque fois je vous ai fait voter pour vous dire si selon vous cette équipe allait bouger ou allait être démantelée d'ici le mois de février, pas forcément pour une reconstruction, mais au moins en envoyant des joueurs stars. Et quand je vous ai demandé l'équipe qui selon vous a le plus de chances d'exploser avant la deadline, c'est Chicago. Vous êtes 81% à penser qu'il y a au moins une des stars entre Vucevic, DeRozan et Lavine qui va bouger. Et franchement, je vous rejoins, effectivement, Chicago c'est une des équipes qui a le plus de chances d'exploser. Petite parenthèse aussi, je vois que dans le chat ça a beaucoup parlé des Blazers, et j'en ai pas parlé volontairement, parce que les Blazers, pour moi, cette équipe, on sait que Damian Lillard va partir, que ce soit avant la saison, en cours de saison, on sait qu'au bout d'un moment il va partir, et tout ça pour moi c'est même plus une surprise finalement, donc je l'ai pas mise dedans volontairement. Si à Philadelphie il y avait eu que la situation Harden à gérer, je n'aurais pas mis cette équipe aussi, parce qu'on sait que ça va bouger autour de Harden, mais est-ce que ça va vraiment changer le visage de l'équipe? Pas sûr. S'il n'y avait pas eu la situation de Embiid chez les Sixers, je n'en aurais pas parlé aussi. Et pour moi, si Damian Lillard s'en va des Blazers, il n'y aura peut-être pas d'effet domino comme ça pourrait avoir du côté de Philadelphie. Voilà pourquoi j'ai pas parlé des Blazers aujourd'hui, même si effectivement un trade de Damian Lillard pourrait apporter beaucoup de choses. Donc quoi qu'il en soit, comme je disais, oui, pour vous c'est Chicago qui a le plus de chances de bouger. Ensuite, c'est Toronto. Comme on vient d'en parler, Toronto, effectivement, ils ont un projet qui est complètement flou, un projet qui est dans un entre-deux, et ça donne beaucoup d'éléments et beaucoup d'indicateurs sur le fait qu'ils pourraient bouger. Moi, je pense franchement, si j'avais dû faire mon classement à moi, j'aurais mis Toronto devant Chicago. Je pense que Toronto a un projet tellement flou que c'est peut-être l'équipe qui a le plus de chances de bouger. Le truc, c'est qu'on a un Masai Ujiri qui a l'air très têtu comme general manager, et donc pas sûr qu'il appuie sur la gâchette. Mais bon, du côté de Chicago aussi, on a l'air têtu, donc peu importe. En tout cas, pour vous, c'est les deux équipes qui ont le plus de chances de bouger, et je vous rejoins là-dessus, même si j'aurais classé Toronto devant. Ensuite, pour vous, c'est Philadelphie. Et donc, quand on parle de Philadelphie, je pense que ça va plus loin que le trade de Harden. Comme on le disait, le trade de Harden, il devient quasiment inéluctable. Parce que même s'il est là en début de saison, je ne le vois pas être engagé avec ses Sixers. Le seul truc, c'est que, comme j'expliquais juste avant, ça pourrait faire chuter plein de dominos. Et le domino important, ça pourrait être Joel Embiid. Pour vous, il y a des chances peut-être qu'on ait un Joel Embiid qui parte. Je sais pas si ce sera d'ici la deadline, mais qui parte peut-être à court terme. Et je l'ai vu aussi dans le chat, pour vous, c'est peut-être la meilleure solution
solution pour les Sixers de le transférer tant qu'il a une grosse valeur pour essayer de mieux repartir pour l'avenir. Ce serait quand même un sacré... il faudrait quand même être sacrément burné pour transférer un mec qui a été MVP en 2023, mais comme je disais, si ça te permet vraiment de voir l'avenir avec plus d'enthousiasme, plutôt que de rester dans une espèce de situation d'entre-deux et dans un ventre mou de manière indéfinie, ben c'est peut-être ce qu'il faut faire. C'est peut-être triste de transférer Embiid, mais effectivement c'est peut-être ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que selon 72% d'entre vous, Philadelphie pourrait bouger. Ensuite vient Minnesota. Vous êtes 66% à penser que ça va exploser avant la deadline, notamment du côté de Karl-Anthony Towns, parce que comme moi, j'ai l'impression que vous n'y croyez que peu en cette association Karl-Anthony Towns-Rudy Gobert. Les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Rudy Gobert pourrait être transféré, mais là-dessus, vous êtes assez d'accord aussi sur le fait que c'est pas du tout le bon moment de transférer Gobert, parce que Gobert, tu n'auras pas une contrepartie suffisamment intéressante pour que ça t'apporte de la valeur de le transférer, ou en tout cas pour que tu sortes gagnant de ce trade, alors qu'un Karl-Anthony Towns qui lui sort d'une bonne Coupe du Monde et qui finalement a une bonne cote peut permettre justement d'avoir des joueurs qui vont te permettre de mieux entourer Anthony Edwards et Rudy Gobert. Donc vous pensez à 66% que ça peut arriver avant la deadline, donc ça montre que Minnesota aussi fait partie des équipes qui potentiellement peuvent exploser. Ensuite viennent les Pelicans, vous êtes 55% à penser que ça peut bouger, un peu plus de la moitié, donc c'est une équipe qui effectivement selon vous pourrait bouger avant la deadline, mais ça c'est trop dur à prévoir, hein. Il y a l'inconnu Zion Williamson dans cette équipe qui à mon avis gérera tout le reste, et si c'est pas Zion Williamson qui s'en va, peut-être que c'est CJ McCollum qu'il faut envoyer ailleurs, peut-être que c'est Brandon Ingram qu'il faut envoyer ailleurs. En tout cas, vous êtes conscient que cette équipe a tout plein d'assets, qu'elle a tout plein de qualités, qu'elle peut même montrer de bonnes choses ensemble, mais qu'il lui manque peut-être un petit quelque chose pour être vraiment compétitive, et pour avoir ce petit quelque chose, peut-être qu'un trade, un gros trade en tout cas, ou un démantèlement partiel de l'effectif, pourrait être la meilleure solution. Ensuite, viennent les Clippers. En dernier, vous êtes seulement 29% à penser que les Clippers vont bouger, et je comprends. Pour moi, je pense que c'est pas l'équipe qui a le plus de chances de bouger. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même beaucoup de doutes sur la capacité à rester en bonne santé de Kawhi Leonard et Paul George. Et même quelques doutes sur leur potentielle cohabitation. Mais peu importe, on a un Steve Ballmer qui, on le voit, est en train de développer la marque des Clippers, comme vous l'avez très justement dit dans le chat, qui a construit la salle à Inglewood et qui a besoin de gros noms pour cette salle à Inglewood, et qui pourrait justement décider de garder Kawhi Leonard et Paul George pour faire venir un maximum de monde et garder cette marque des Clippers. Sauf que, au bout d'un moment, c'est bien beau de construire une marque des Clippers, mais si ça te permet pas de gagner, personne va vouloir les voir, parce que si tout le monde est blessé et qu'à chaque fois que tu te prends un billet, tu dois avoir joué l'équipe B parce que les titulaires sont blessés, ça n'apportera pas grand monde dans cette équipe. Comme je disais, c'est pareil, Kawhi Leonard, pour moi, c'est peut-être pas le joueur qu'il faut bouger tout de suite, parce que je connais pas sa valeur actuellement, et je suis pas sûr qu'elle soit si haute. En tout cas, son niveau de jeu, je pense, s'il est en bonne santé, est meilleur que ce qu'il pourrait recevoir en retour, parce que sa valeur est pas forcément la plus haute. Par contre, un Paul George, je suis persuadé qu'il pourrait intéresser beaucoup d'équipes, et voilà, on l'a vu, il y a des intérieurs qui pourraient être disponibles, et peut-être que, effectivement, les Clippers seraient plutôt inspirés de transférer Paul George pour récupérer un joueur qui est capable de rester en bonne santé et qui fit mieux cet effectif. Pourquoi pas un intérieur? Je pense que, effectivement, ce poste ne ferait pas de mal aux Clippers. Quoi qu'il en soit, vous y croyez peu à un move des Clippers, et donc l'équipe qui pour vous a le plus de chances de bouger, c'est les Chicago Bulls. Maintenant, voilà, j'ai juste hâte de voir ce que va donner le début de saison, hâte de voir ce que vont faire ces équipes, parce que si elles échouent, je suis persuadé que si les 6 échouent, les 6 pourraient bien bouger, et peut-être même s'entendre mutuellement pour faire des trades. Donc on n'a plus qu'à observer tout ça, et pour ça, on n'a plus qu'à attendre octobre et le début de saison. Je suis très impatient. Voilà pour mes 6 équipes qui risquent d'exploser cette saison en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur YouTube? Vous êtes d'accord avec la commu? Quelle est l'équipe parmi les 6 que je vous ai présentées qui a le plus de chances d'être démantelée d'ici la deadline? Et si elle ne fait pas partie des 6 dont j'ai parlé, est-ce que vous en voyez une dont l'effectif pourrait complètement exploser dans les prochains mois? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, je lirai tout ça très attentivement. Et puis pour finir, tu connais, si la vidéo t'a fait kiffer, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu juste en bas et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tout ça c'est gratuit, ça apporte énormément de force, alors ne te prive pas. Merci pour tout la team, et à très vite.